Au XVIIe siècle, au cœur de l'Afrique centrale, une femme s'est levée face à l'un des empires les plus redoutables de son temps, le Portugal. Elle n'était ni simple reine, ni simple guerrière. Elle était une stratège, une diplomate, une résistante. Son nom, Nzingambande, la reine d'Angola. Son histoire résonne comme une légende, mais elle est bien réelle. Celle d'une femme qui défia les lois des hommes, les trahisons des rois et l'avidité des conquérants. Voici l'épopée de Nzinga, la reine qui transforma son destin en armes. Nzinga naît en 1583, dans le royaume Ndongo, au centre de l'actuel Angola. Dès son enfance, elle se distingue par son intelligence, sa vivacité et une présence qui impressionnent même les guerriers les plus aguerris. Contrairement aux filles promises aux alliances matrimoniales, Nzinga est initiée aux arts du combat, à l'art oratoire et à la diplomatie. Son père, le roi, voit en elle une héritière possible, malgré la tradition patriarcale. Mais à la mort de son père, le pouvoir glisse entre les mains de son frère, Ngolambande. Les tensions avec les Portugais s'accentuent. Nzinga devient sa conseillère, puis son ambassadrice. Sa voix calme mais déterminée impressionne les Portugais lors des premières rencontres diplomatiques. Pourtant, la guerre, la trahison et la peur rongent son frère. Acculé, il met fin à ses jours. Alors, dans une société dominée par les hommes, Nzinga s'impose, elle prend la tête du royaume Ndongo. Non pas comme une simple régente, mais comme une souveraine à part entière. Une femme prête à défier l'empire portugais. Dès son arrivée au pouvoir, Nzinga fait face à un ennemi impitoyable, le Portugal. Depuis des décennies, les Portugais installés sur les côtes d'Angola cherchent à contrôler l'intérieur des terres pour alimenter leur commerce d'esclaves. Le royaume Ndongo, stratégiquement placé, est l'un de leurs objectifs majeurs. Nzinga comprend vite que les Portugais ne sont pas de simples marchands, mais des colonisateurs déterminés à soumettre son peuple. Elle observe leurs méthodes, l'usage de la religion pour influencer, les armes à feu qui terrifient, et la diplomatie qui cache souvent des chaînes. La première confrontation est brutale. Les Portugais attaquent les villages, capturent des hommes, des femmes, des enfants, qu'ils envoient vers les marchés d'esclaves. Nzinga, témoin de cette horreur, jure de résister. Mais elle sait qu'affronter frontalement les Portugais serait suicidaire. Alors, elle opte pour une stratégie double. Montrer sa force militaire tout en cherchant des solutions diplomatiques. En 1622, elle accepte de négocier directement avec les représentants portugais à Luanda. C'est lors de cette rencontre que va se jouer l'un des épisodes les plus marquants de sa vie, l'épisode de la chaise. Mais déjà, Nzinga a prouvé qu'elle n'est pas une reine comme les autres. Elle ne fuit pas, elle ne plie pas. Elle avance, déterminée, pour protéger son peuple de l'esclavage et de la domination étrangère. Dans la ville de Luanda, Nzinga se présente face aux Portugais pour négocier un traité de paix. La salle est grande, ornée, mais quelque chose manque, une chaise pour la reine. Les Portugais, dans un geste calculé, veulent l'humilier, la forcer à s'asseoir à même le sol, comme une vassale. Nzinga comprend le piège immédiatement. Les regards sont braqués sur elle. Un instant de faiblesse, et elle perdrait toute autorité aux yeux des siens et de ses ennemis. Alors, sans hésiter, elle se tourne vers une servante fidèle. La femme s'agenouille, et Nzinga s'assoit sur son dos, le port altier, le regard fier. La salle se fige. Les Portugais sont pris de court. La reine a renversé l'humiliation en démonstration de puissance. Non seulement elle refuse de se rabaisser, mais elle affirme sa dignité royale par un geste aussi audacieux que théâtral. Cette scène restera dans l'histoire comme l'un des symboles les plus puissants de son règne. À travers ce simple acte, Nzinga montre au monde qu'elle est l'égale des Portugais, non leur inférieure. Le traité signé ce jour-là apportera une paix fragile, mais surtout, il renforcera la légende de Nzinga. Une femme capable de transformer chaque tentative de soumission en victoire symbolique. La paix avec les Portugais est de courte durée. Les hostilités reprennent vite. Nzinga, désormais aguerrie, déploie tout son génie stratégique. Elle sait qu'elle ne peut pas battre les Portugais seule. Alors, elle cherche des alliés. Elle se tourne vers les Néerlandais, rivaux des Portugais dans la région. Avec eux, elle obtient armes et soutien militaire. Ensemble, ils remportent plusieurs victoires, infligeant des pertes sévères aux Portugais. Nzinga devient la chef d'une résistance organisée, une reine qui ne recule devant rien.
Mais son génie ne se limite pas aux alliances. Quand elle perd temporairement son royaume, Nzinga trouve refuge dans les montagnes de Kalamba. Là, elle établit une véritable base militaire, un royaume en exil, d'où elle continue d'orchestrer la résistance. Ses armées, composées de guerriers farouches mais aussi d'esclaves libérés, mènent des attaques éclairs, harcèlent les Portugais, et tiennent tête à une puissance européenne. Nzinga utilise aussi la diplomatie, envoyant des messagers, jouant des rivalités entre Européens, s'adaptant sans cesse aux circonstances. Elle ne combat pas seulement avec des armes, mais avec une intelligence politique redoutable. Pour son peuple, elle n'est plus seulement une reine. Elle est une légende vivante, une incarnation de la lutte pour la liberté. Pendant plus de 40 ans, Nzinga résiste. Ni l'âge, ni la fatigue, ni les trahisons ne parviennent à l'arrêter. Elle transforme chaque défaite en leçon, chaque recul en opportunité. Jusqu'à la fin de sa vie, elle se bat pour que son peuple échappe à l'asservissement. Même lorsque ses forces militaires déclinent, Nzinga garde son rôle de négociatrice habile. Elle signe des accords, obtient des répits, et préserve l'indépendance de son royaume plus longtemps que beaucoup ne l'auraient cru possible. Nzinga meurt en 1663, à près de 80 ans. Son peuple perd alors une reine, mais gagne une légende. Pendant des siècles, son nom résonnera comme celui d'une femme qui osa défier les empires. Aujourd'hui encore, en Angola, Nzinga est célébrée comme une héroïne nationale. Des statues, des rues, des chansons lui rendent hommage. Elle incarne la résistance face à l'oppression, la dignité face à l'humiliation, le courage face à l'impossible. Son héritage dépasse les frontières de l'Angola. Dans toute l'Afrique, et même au-delà, Nzinga symbolise la lutte contre la colonisation et l'esclavage. Elle n'était pas seulement une reine. Elle était une flamme. Une flamme que ni les Portugais, ni le temps, n'ont pu éteindre. Nzinga Mbande n'a jamais cessé de lutter. Elle a défié les puissances les plus redoutées de son temps, non pas par la force seule, mais par l'intelligence, le courage et l'audace. Son histoire n'est pas seulement celle d'une reine africaine, mais celle d'une femme universelle. Une figure de résistance, de dignité et de liberté. À travers les siècles, son nom continue de briller. Nzinga n'a pas seulement écrit l'histoire de l'Angola. Elle a écrit l'histoire de la liberté.